Vous suivez le journal sur MTV+, au sommaire de l'actualité en Côte d'Ivoire. Les paysans ivoiriens font face à la norme ARS 1000. Ils réapprennent à soigner leur culture. Et puis de la religion dans cette édition de l'actualité. 20 auteurs protestants évangéliques seront bientôt à Paris pour parler de leurs œuvres et mettre en évidence la foi chrétienne. Nous terminerons avec du sport dans cette édition de l'actualité. Le tennisman Rafael Nadal met fin à sa carrière. Bonsoir à tous et bienvenue. Nous débutons en Côte d'Ivoire. La norme ARS 1000 impose de nouvelles méthodes de culture et de traitement du cacao. En Côte d'Ivoire, les agriculteurs réapprennent à cultiver et à soigner leurs vergers pour répondre aux exigences du marché européen. Découvrez leurs défis dans ce reportage. B. Qu'est-ce que dit la norme? Une salle de classe improvisée, avec des élèves tout aussi particuliers, des producteurs de café cacao. Le cours du jour porte sur la norme ARS 1000 dans la production du cacao. Donc on va essayer de voir dans la norme, qu'est-ce que la norme dit sur le plan de développement de la cacaoyère. Nous sommes en pleine sensibilisation à Data, un village de producteurs de café cacao situé à 8 km de Divo. Tous ici sont membres de la coopérative Scopad, l'une des 5 coopératives de la région choisies pour implémenter le projet de l'introduction de la norme ARS 1000 en Côte d'Ivoire. Il y a des exigences aussi, parce que le cacao, nous ne le consommons pas, c'est les Européens qui consomment, il y a des normes. Donc avec ça, on va s'arranger pour qu'on puisse vraiment vendre nos cacao. La norme ARS 1000, qui s'impose désormais dans le quotidien des cacaoculteurs, est une certification du cacao ivoirien. Un ensemble de règles adaptées au contexte des pays africains proposées par la Côte d'Ivoire et le Ghana, les leaders mondiaux de la production cacaoyère. La transmission de la norme au sein de la communauté des producteurs est l'affaire des paysans relais qui reçoivent cette formation. Adata, Henri Joël est l'un d'entre eux. Après les cours, place au terrain, dans une plantation de membres de la coopérative. Papa, s'il vous plaît, où se trouve le milieu de vos champs? Bon, le champ est grand, c'est vers ici. Cette plantation parfaitement boisée et en apparence bien entretenue n'est pourtant pas conforme à la norme ARS 1000. Quand tu fais un champ, c'est le résultat nous on cherche. Le résultat c'est jet, argent. Bon, si quelqu'un vient et dit non, une fois tu fais comme ça là, ta production là, tu ne vas pas avoir une production. Tu es obligé d'écouter. Dans cette autre plantation, le producteur qui a commencé à appliquer les consignes dit percevoir déjà le changement. Dans mon nettoyage, nous, on retirait, mon travail et moi, on retirait les feuilles mortes totalement. On a vu qu'il fallait un paillage au pied des arbres. Et c'est ce qu'on a respecté. Et quand on a levé les gourmands, on sent que les bois se retrouvent effectivement. Ils sont revitalisés. Des plantations aérées, bien entretenues, reboisées ou des cacaoyers débarrassés des tiges ou branches encombrants sont la garantie d'une meilleure productivité, selon les initiateurs de la norme ARS 1000. C'est une norme qui vient pour aider le producteur à produire du cacao durable et c'est dans une procédure d'amélioration continue pour atteindre les performances escomptées. Adoptée par décret en 2022, cette norme va bien au-delà de l'aspect productivité ou encore revenu des producteurs. Aujourd'hui, nous avons un marché qui est assez exigeant. Nous avons les directives des pays consommateurs. Nous avons l'Union européenne qui a pris un règlement sur la déforestation importée. Donc en faisant déjà la norme ARS 1000, le producteur se met aux normes. Mais bien plus, cette norme permettra de traiter la question de la traçabilité du cacao durable du champ jusqu'à l'exportation, la question des pires formes de travail des enfants et celle de la déforestation et du changement climatique. De quoi garantir de façon durable l'accès du cacao ivoirien à des marchés européens de plus en plus exigeants. À la COP29 en Azerbaïdjan, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso échangent leurs pratiques en matière de gestion durable des ressources en eau. Ces deux pays cherchent à renforcer leur coopération pour mieux préserver cette ressource essentielle face aux défis climatiques. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso partagent leur expérience en matière de gestion durable
des ressources en eau dans un contexte de changement climatique. Selon des experts du domaine, les ressources en eau subissent les effets néfastes de ce phénomène avec la baisse des débits des cours d'eau, la destruction du couvert végétal et des inondations de sites de captage d'eau. L'alimentation en eau potable est fortement tributaire des changements climatiques. Lorsque l'approvisionnement en eau potable ne se fait pas correctement, il y a fort à parier qu'il y a manque de ressources. Il y a fort à parier également qu'il y a contamination de ressources par des activités anthropiques. Le gouvernement a pris le taureau par les cornes en identifiant, n'est-ce pas, un certain nombre de projets structurants qui consistent à prendre l'eau où elle est, à faire des barrages collinaires, à retenir les ressources pluviales qui arrivent pour régler l'ensemble de ces problèmes qui sont posés. Il y a une nouvelle approche de gestion que le Burkina Faso a adoptée depuis les années 90, qui est la gestion intégrée des ressources en eau, qui consiste à prendre en compte les besoins de tous les acteurs à la gestion de ces ressources en eau, afin de garantir l'eau pour les différents usages. Selon la Sodexam, les variations climatiques influencent le niveau des fleuves et des nappes souterraines, affectant ainsi l'accès à l'eau. En termes de variables climatiques, les températures sont en hausse perpétuelle depuis les années 80. Une hausse moyenne de 0,5 degrés, mais qui cache les aspérités régionales. Par exemple, l'année 2021, on a eu une hausse de température de plus de 1 degré. C'est énorme. L'eau de pluie est la première source d'énergie hydrique. Lorsque cette source-là commence à diminuer, il faut vraiment tirer la sonnette d'alarme. Et ça, c'est le rôle de la météo, de surveiller le climat et évaluer le potentiel hydrique et de faire des rapports pour aiguillonner la décision des gouvernants. En termes de mesures d'adaptation liées aux effets néfastes des changements climatiques, l'Office national de l'eau potable a adopté une approche de gestion intégrée des ressources en eau et la mise en place d'un plan de maintenance et de développement des ouvrages de mobilisation des ressources en eau. À partir de janvier 2025, le salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIG, au Congo passera de 50 400 francs CFA à 70 400 francs CFA. Cette hausse vise à améliorer le pouvoir d'achat des travailleurs face à l'inflation croissante. Le salaire minimum interprofessionnel garanti est désormais fixé à 70 400 francs CFA par mois à compter du 1er janvier 2025. Cette décision, qui a été adoptée lors du dernier Conseil des ministres tenu le 8 novembre 2024, est loin d'être un effort, mais plutôt une stratégie du gouvernement, selon les syndicats des travailleurs. L'augmentation du SMIG est légère, bien sûr, mais c'est quand même quelque chose. Ça ne va pas régler tout le panier de la ménagère, de manière générale. Mais le SMIG qui a été augmenté fera quand même quelque chose. Le gouvernement, dans ses stratégies, dans ses méthodes de travail, oui, donc il n'y a pas d'effort, à mon avis. Fruit d'un processus de négociation et discussion engagé par les partenaires sociaux et le gouvernement depuis une quinzaine d'années et fondé sur la nécessité de relever le montant du salaire minimum, le projet de décret abroge le décret du 21 décembre 2008 qui fixait le SMIG à 50 400 francs CFA par mois. Toutefois, certaines omissions du gouvernement dans la prise de cette décision. Nous le disions au titre, le 23 novembre prochain à Paris, 20 auteurs protestants évangéliques se rassembleront pour partager leurs œuvres et discuter de la foi chrétienne. Cet événement mettra en lumière la diversité de la littérature évangélique contemporaine. Le samedi 23 novembre 2024, Paris accueillera pour la première fois le Salon littéraire chrétien des livres et vous. Cet événement organisé par les librairies chrétiennes C'est Ici et CLC se tiendra de 14h à 20h au 48 rue de Lille. Les visiteurs auront l'occasion de rencontrer une vingtaine d'auteurs protestants évangéliques dont Vincent Miéville, Joël Sutter et Jean-Luc Gadreau, voix des protestants sur France Culture. En soirée, l'artiste Sébastien Cohn, connu pour ses chants de louanges, clôturera l'événement par un concert d'1 heure. L'accès au salon est fixé à 5 € et 15 € pour ceux qui souhaitent assister au concert.
Sébastien Cohn sera également disponible pour échanger avec le public et dédicacer ses livres et albums. Place au sport dans ce journal. L'équipe nationale de football de Côte d'Ivoire traverse une période de haut et de bas sur le terrain. Les récentes performances ont suscité des débats parmi les supporters et les experts du sport. Quel est votre avis sur la performance actuelle des éléphants de Côte d'Ivoire? Les réponses dans ce micro-trottoir. Super bien, les gars jouent bien. Bon, il faut reconnaître qu'ils font beaucoup d'efforts. Parce que moi-même, même si on me met sur le terrain, je ne pourrais pas faire comme eux. Donc il faut les encourager en tout cas. Ce n'est pas parce que souvent ils ont perdu une fois ou bien deux fois, mais il faut reconnaître que les gars jouent bien. Et moi, je suis vraiment fan d'eux, sincèrement. Mon joueur préféré, c'est Franck Kessié, la panthère des Ebisekou. En tout cas, et Odilon, Kosonou aussi, Haller et les autres. Bon les gars, en tout cas, moi, je vous encourage et faites un effort pour que on remporte encore la CAN. Bon, les éléphants, pour le moment, sont très performants. Nous, on sait ça. Voilà, mais comme tout, on veut que les gars fassent encore plus. Parce que nous, les supporters, on veut encore plus, quoi. Voilà, qu'ils soient plus performants encore. C'est nos souhaits, au fait. Bon, tu sais, quand c'est bien fait, on apprécie. Bon, quand c'est pas bien aussi, là, il faut qu'on le dise pour que les gars puissent encore faire plus. Voilà, donc on va les encourager. Voilà, on va les encourager. Puis on dit à les supporters de persévérer, en tout cas de les soutenir, quel que soit le score, quel que soit ce qui va se passer. Mais on les soutient, quoi. Voilà. Ouais, les gars, on compte sur vous, hein. Montrez-nous que vous êtes les meilleurs. Les meilleurs, restez les meilleurs. On a confiance en vous et puis on sait que vous pouvez le faire aussi. Merci. Parlons toujours des éléphants de Côte d'Ivoire après leur victoire éclatante en Coupe d'Afrique des Nations 2023. Les supporters ivoiriens sont pleins d'espoir pour l'avenir de leur équipe. Cependant, les attentes sont élevées. Les questions sur leur capacité à enchaîner d'autres succès se posent. Pensez-vous que la Côte d'Ivoire peut encore décrocher un autre titre majeur? La réponse a été donnée par quelques Ivoiriens dans ce micro-trottoir de Samira Tibelou. Quand tu regardes l'équipe de la Côte d'Ivoire, pour moi, je pense que la Côte d'Ivoire peut rapporter la Coupe du Monde. Vraiment, on ne pensait même pas qu'on allait rapporter la CAN, puisque, comme on le dit, on était morts, on était ressuscités. Nous-mêmes, on ne pensait pas à ça. Bon, bien sûr, voilà ça, Dieu nous a fait grâce, on a rapporté la CAN. Donc moi, je pense que pour moi, en tant qu'un Ivoirien, j'ai confiance à mon équipe. Je sais qu'on peut rapporter la Coupe du Monde. L'équipe a des joueurs qui sont compétents, qui évoluent déjà dans les pays développés. Et donc, avec l'équipe que nous avons, nous sommes capables de remporter. Et puis, on a un bon entraîneur et tout ça. Donc, je pense bien que si les joueurs se concentrent, on peut remporter la prochaine Coupe d'Afrique et aller loin dans la Coupe du Monde. Ils se concentrent, qu'ils se motivent et on continue. Pour finir, le tennisman Rafael Nadal a annoncé la fin de sa carrière ce mardi 19 novembre suite à l'élimination de l'Espagne en quart de finale de la Coupe Davis face aux Pays-Bas. Cette décision met un terme à une carrière exceptionnelle marquée par de nombreux titres et records. Rafael Nadal laisse un héritage indélébile dans le monde du tennis. Au tennis, la légende Rafael Nadal a mis fin à sa carrière mardi après l'élimination de l'Espagne en quart de finale de la Coupe Davis par les Pays-Bas. Pour son dernier match, l'Espagnol a perdu dès le début de la compétition en simple 6-4, 6-4 contre Botic van de Zandschulp avant que Carlos Alcaraz n'égalise en 2-7 contre Talon Grispour. Cependant, Alcaraz et Marcel Granollers ont été battus par Van de Zandschulp et Wesley Kolff dans le double décisif, ce qui met fin à l'aventure de l'Espagne dans ce tournoi et le rideau sur la brillante carrière de Nadal. Le joueur de 38 ans a remporté 22 titres de Grand Chelem au cours d'une ère sans précédent en tant que membre du Big Three, aux côtés de ses rivaux Roger Federer et Novak Djokovic. Le tennisman, 14 fois champion de Roland-Garros, a annoncé sur les réseaux sociaux en octobre que la saison 2024 serait sa dernière en raison de problèmes de blessures persistantes.
C'est la fin de cette édition de l'actualité. Très heureuse de vous l'avoir présentée. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur MTV+, la télé qui transforme.